Bonjour et bienvenue dans ce podcast où je vais vous parler de parentalité en confiance, de multiculturalisme et d'harmonie en famille. Je suis Clémentine, praticienne en hypnose et en Reiki spécialisée dans la parentalité. Mon mari est tchèque, je suis française et on habite à Zurich depuis 11 ans avec nos 3 enfants. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous invite à le faire en vous rendant sur mon site clementinepolisensky.com ou sur mon profil Instagram Clémentine Polisensky. Vous y serez informé de la sortie de tous les nouveaux épisodes de ce podcast et vous y trouverez des réflexions complémentaires sur l'éducation et sur nos challenges de parents, mais aussi des trucs et astuces pour vous sentir mieux au quotidien avec vos enfants. Merci d'être là et très belle écoute! Je reçois aujourd'hui Marjorie Poteau, maman de 2 filles issues d'une première union et d'un petit choupisson qui vient de souffler sa première bougie. Pour Marjorie, doula et créatrice du blog Happiness, la maternité a été source de grandes remises en question et de transformations profondes. Dans cet épisode, on parle du chemin initiatique que peut représenter le fait de devenir mère. Car on va certes à la rencontre de son enfant, mais aussi de soi, d'une manière qu'on est souvent loin de s'imaginer avant de le vivre. Marjorie nous parle de processus de réflexion et de réajustement constant et des écueils que peuvent renfermer les dogmes quels qu'ils soient. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour Marjorie et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, ça me fait super plaisir. Ça fait super longtemps que je te suis en fait, je réfléchissais, je pense que ça doit faire une dizaine d'années, je sais plus exactement. Je pense que tu as dû faire ton blog, commencer ton blog à peu près à cette époque-là. Et c'est vrai que ça a été vraiment pour moi une source d'inspiration en fait, de réflexion et ouais, c'était précieux pour moi en fait d'avoir aussi un peu cet écho parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait plein de choses que je vivais, que je traversais aussi et c'est vrai que j'ai trouvé ça soutenant quoi en fait et c'est pour ça que je me suis dit là ce serait vraiment super si on pouvait échanger, si on pouvait discuter un petit peu et puis voilà, donc merci beaucoup d'être là. Merci à toi, merci de m'avoir invitée. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais pas mal suivi ton compte, partagé des petites publications. Et puis quand tu m'as écrit, je me suis dit, ce serait chouette qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc voilà, j'ai été entendue, donc merci. Trop bien, merci beaucoup, vraiment. Et du coup, si tu veux bien, on peut entrer dans le vif du sujet. La première question que j'avais envie de te poser, c'était comment c'était pour toi, en fait, avant d'être maman, comment tu t'imaginais les choses? Vaste question, je sais. Vaste question qui commence à remonter puisque ma première, elle a plus de 10 ans maintenant, ma première fille. Et clairement, quand je pense à la moi de 24 ans, j'avais quand même une vision évidemment naïve, assez lisse de la maternité. Et je me souviens d'avoir un peu cette image que j'avais tout le temps en tête. Je m'imaginais avec mon cosy au bras, rentrer chez mes beaux-parents. Je sais pas pourquoi. Donc tu sais, un petit peu comme le bébé accessoire. Et en même temps, je pense qu'il y avait quand même dès le départ un grand enjeu pour moi en lien avec la maternité parce que dès 14-15 ans, j'avais envie d'être maman, je me voyais maman. Alors à l'époque, je ressentais vraiment un grand décalage avec les filles de mon âge. J'avais l'impression d'avoir une sorte de maturité ou en tout cas c'est même pas une maturité, mais plutôt une sorte de sérieux, d'être très sérieuse, très responsable, comme ça. Et donc, je me disais, super, quoi. En gros, je suis prête pour être maman parce que je suis hyper sérieuse, j'aime pas sortir, je dors bien. Donc, en gros, dans ma tête, tout était comme ça, un peu au vert. Je pense aussi, a posteriori, je me rends compte qu'il y avait quand même une notion de vide un peu à l'intérieur et cette impression que ce qui me manquait c'était mon enfant. Je me souviens de ça, je me souviens de dire quelque chose de l'ordre de ma fille, je disais ma fille alors que je savais pas que mon premier enfant serait une fille. Ma fille me manque quelque part, donc il y avait vraiment quelque chose d'assez fort comme ça. Mais clairement une vision pas du tout réaliste de la maternité. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote assez rigolote là-dessus, c'est que je sais pas si tu connais le film Un heureux événement avec Louise Bourgoin. Non, je crois pas.
Et après, bon, c'est vrai que c'est peut-être moins connu en Suisse. Et j'avais vu ce film au cinéma avec ma mère quelques années avant de devenir mère, donc vers 20 ans. Et Mmh. dedans, bah, Louise Bourgoin, c'est une maman, en fait, maternante. Elle allait, elle porte, et elle plonge, voilà, elle est 2 pieds dans cette maternité Mmh. à laquelle elle s'attendait pas. Et en fait, elle est un peu, ouais, elle est débordée, comme j'ai mis un peu dans mon dernier post, débordée Mmh. factuellement, mais aussi d'amour. Et en fait, quand je suis sortie de là, j'étais assez chamboulée parce que ça venait complètement chambouler mon imaginaire de la maman qui gère tout, etc. Et ma mère, je lui avais dit, elle m'avait dit, oh, tu sais, c'est un film, c'est pas du tout comme ça. Moi, tout était toujours fait, tu dormais bien, c'était carré, je n'ai jamais été débordée, le tout c'est de bien s'organiser. Et donc ça m'avait rassurée. Sur le coup, je m'étais dit, oui, c'est de la fiction. Et puis, ben voilà. Quand je suis devenue mère, je me suis dit: «Ah oui, ce film, en fait, c'était pas mal». Mais comment t'expliques alors, cette réaction de ta mère? Et ben, parce que c'est sa réalité. Je pense que c'est une maman qui s'est pas laissée déborder. Moi, j'étais une petite fille quand même très. Je dormais beaucoup, j'étais très obéissante, sage. Alors, quel est l'œuf, quelle est la poule, je ne sais pas. Mmh. Mais voilà, elle donnait beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, un peu beaucoup de surprotection aussi. Mais Mmh. voilà, chez elle, elle a vraiment un référentiel qui était quand même assez carré, cadré. On rentre, on range, enfin pardon, on sort une activité, on la range, il y a des horaires, on fait pas la sieste dans la voiture, voilà, quelque chose de très carré et auquel moi j'ai répondu hyper positivement quand j'étais enfant. Donc pour elle, bah, c'était comme ça la maternité jusqu'à ce qu'elle devienne grand-mère de mes enfants à moi et Mmh. que voilà, qu'elle voit autre chose quoi. D'accord. Ah, Mm. c'est marrant. Moi, je me demande aussi des fois, quand j'entends ma belle-mère parler aussi, à quel point des fois on réécrit pas aussi un peu l'histoire. Tu Mm. sais, enfin, quand elle me parlait de son accouchement, elle me disait: «Oh!» enfin, elle présentait ça comme un truc, une petite broutille, un truc: «Bon, ça t'inquiète pas, ça va aller, c'est vite fait, c'est, tu vécu le Oui, même bah oui, truc et des fois bah oui. d'oublier, en fait et quand elle en parle maintenant, même quand elle parle de comment ses enfants étaient petits, bah, j'ai l'impression qu'il y a des trucs, elle a dû oublier comment c'était, quoi, parce Mm. que ça, Ouais, c'est il moi y a je des me trucs, c'est juste pas possible, quoi. Je me dis que c'est un mélange, bien sûr, entre l'oubli et surtout, j'ai remarqué que finalement, on se souvient de la lecture des choses qu'on a eues. Moi, je vois bien qu'il y a des choses, factuellement, j'ai un peu oublié exactement comment ça s'est passé. Pas tout, hein, mais il y a des choses que j'ai oubliées. Mais je me souviens de ce que j'en ai pensé, de ce que j'ai analysé, de ce que j'ai un peu gravé en moi. Et je me dis que il y a ça. Et puis, ben, je pense que c'était quand même... après, c'est un peu ton sujet de prédilection, je pense, parce que si tu accompagnes des femmes et des couples qui sont parents aujourd'hui, bon, bah, c'est qu'a priori, ils ont été enfants autour des années 90, je pense, hein, un peu Mmh. comme nous. Et, euh, et c'est vrai que je pense que cette génération-là de parents, alors sans vouloir généraliser parce que chaque parent était différent, mais euh, sur toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'était pas des sujets de préoccupation pour eux. Donc quelque part, ils avaient, j'ai l'impression, une sorte de tranquillité de on a donné à manger, on a couché, on a fait ci, on a fait Mmh. ça. C'est bon, il y a aucun problème en fait. Donc Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup moins d'attentes, beaucoup moins d'inquiétudes. On en parlait avec mon mari, je crois que c'était pas plus tard qu'hier. Nous, en fait, on reçoit des fois des messages de la maîtresse qui disent ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu un conflit, il y a eu des mm, choses comme ça, et tu te retrouves à gérer des trucs. Et on se disait, mais avant, nos parents à nous, ils n'avaient pas de téléphone, il y avait pas, enfin, ils allaient chercher leur gosse à l'école, et puis ils savaient rien de ce qui s'était passé finalement, à part de ce carrément. que disait l'enfant et tout. Et la maîtresse, il fallait vraiment que ce soit hyper grave pour que elle Mm, s'embête à les convoquer, qu'on en fasse toute une histoire, enfin toute une réunion finalement. Et, et mon mari, qui a grandi aussi tout à fait dans une famille aimante, avec des parents quand même attentionnés, mais on parlait de conflits assez normaux finalement entre enfants qu'il avait pu avoir. Je disais, mais il y avait personne à qui en parler. Enfin, mm. c'était pas. Puis même si t'en parlais à la maison, c'était oui, t'inquiète pas, ça va passer. Oui, Et voilà. c'est pas pris au sérieux quoi. Non, bah non. Et Ouais, c'est vrai que du coup, en fait, ça change complètement bah, je pense la charge mentale liée à la parentalité, en fait, de se dire bon bah de mm. toute façon tout ce qui est en fait émotionnel pour mon enfant, bah c'est C'est bon, pas on un le met de sujet. côté. Voilà, on a fait la lessive, j'ai bien repassé et puis bah voilà quoi. Mm, Donc mm.
Ah Évidemment, je ouais, schématise aussi, hein, mais il y a un peu de ouais. ça quand même. Ouais, non, carrément, mais ce que tu dis, ça m'évoque une autre discussion que j'ai eue avec ma maman. J'ai eu un maître qui était franchement, en vrai, maltraitant, en Mmh. CE2, avec des moqueries, des claques, des coups de pied aux Ah fesses, ouais. des cahiers qui volaient dehors, presque des injures, hein, en vérité. Et moi, bah, je me souviens du jour où j'ai su que j'allais avoir ce maître, j'ai pleuré. Mmh mh. Et bon, bah, maman, elle m'a dit, bah, ça va aller. Et puis toute l'année, je lui ai raconté des choses et ça ne serait venu à l'idée d'aucun adulte de venir Mmh. questionner ce qu'il faisait en classe. Donc c'est sûr qu'il y a une notion de la vision de l'enfant et il y a aussi une notion d'effectivement de toutes ces questions que nous, on a en tête en tant que parents, comme tu dis, qui ne leur traversaient pas l'esprit. Donc, quelque part, je me dis, c'est normal qu'à posteriori, ils n'arrivent pas à se dire, ah bah tiens, qu'est-ce que je pensais de ci, de ça, parce qu'en fait, sur le coup, ils n'y en ont rien pensé, j'ai l'impression. Donc, ouais. Bah, je pense qu'il y avait un petit peu ce côté aussi établi. En fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Quand tu as grandi déjà dans ça et c'est là qu'on en revient toujours à est-ce qu'on remet en question ce qu'on a connu ou pas? Est-ce qu'on arrive à aller plonger là-dedans pour aller voir que ça nous ait fait du mal quand on était petit? Ou est-ce qu'on préfère garder justement ça sous le tapis en se disant: «Bah, les classiques, j'ai reçu des claques et Mm. puis ça m'a pas tué donc bah, voilà quoi». Mm. Et puis aussi, je me demande s'il y a pas aussi une sorte de, c'est un peu triste à dire, mais j'ai connu ça, donc bah, maintenant, en fait, les adultes, ils ont le droit de faire ça, les enfants, ils ont pas le droit. Maintenant, Mm. moi, je suis devenue adulte, bah, donc c'est ton tour, quoi. Un peu une sorte de, un peu de bizutage inconscient, en fait. Mm. C'était, Oui. toi, c'était comme moi, c'était comme ça, donc pourquoi est-ce que toi, t'aurais moi, j'ai pas eu le droit, donc toi, t'auras pas le droit non plus, en fait, à Mm. plus de respect, plus de considération, enfin des choses qui sont en fait, selon moi, essentielles, mais qu'on peut mettre de côté si on dit que, si on part du principe que l'enfant, c'est un peu une sorte de citoyen de seconde zone. Mm. Oui, quand même, quelqu'un qui a des droits, mais bon, moins quand même qu'un adulte, quoi. Mm. Et, euh, et ouais, je trouve que ça pose en fait énormément de questions. Le regard en fait qu'on a sur l'enfant, ça pose des questions qui sont complètement transversales dans la société et que beaucoup de gens n'ont pas envie de remettre en cause parce que Mm. bah, ça remet en cause comment ça fonctionne aujourd'hui, mais aussi tout ce qui s'est passé hier et ça implique un gros travail sur soi pour traverser finalement ce qu'on a vécu. Et puis, bah, y a plein de gens qui sont encore bah, pas prêts à faire ça, quoi. Mais malheureusement, Mm. du coup, ça continue d'être reproduit aujourd'hui par encore beaucoup de personnes, quoi. Oui, bah, j'aime bien la métaphore que donnait Marion Querc à ce sujet. Elle parlait de l'armoire rouge au sens où, comment dire, comment elle expliquait ça. C'est comme si nous, ce rapport un peu d'obéissance, de rapport de force, de domination, notre regard sur l'enfance, en fait, il colore tous les tiroirs de la société. Il imprègne tout, mais sans qu'en fait, en tout cas en France, je sais pas exactement comment c'est chez toi, mais c'est à la fois tellement présent, c'est partout, et en même temps, du coup, on ne le voit pas parce que Mhm. c'est pas un sujet délimité, c'est vraiment quelque chose qui est un peu partout et qui imprègne un peu tout. Et pour moi, c'est pour ça que très très tôt quand même, dans mon chemin de maman, quand j'ai découvert ben, un autre regard sur l'enfant, je me suis vraiment dit ça. En fait, je me suis assez vite dit, c'est pas des outils, c'est pas voilà, alors on présente des outils qui soutiennent, mais on a besoin en fait de changer notre regard sur l'enfant, sur notre relation, parce qu'en fait, si on reste avec le même objectif, le même filtre, mais juste on fait différemment, bah en fait on en revient toujours à craquer à un moment, parce que en fait, si ce qu'on recherche, ça va être par exemple l'obéissance, il y aura forcément un moment où c'est soit tu rentres dans le rapport de force, soit tu laisses tomber. Donc, Mhm. Bah ouais, et c'est vraiment un vaste sujet, effectivement. Et ça me fait penser à une citation, pardon, je crois que c'est Philippe Guillemant qui dit ça, qui est que, en fait, pour pouvoir comprendre un système, il faut s'en extraire. Et en fait, mm, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai fait, bah, évidemment sans m'en rendre compte. Tu vois, moi, j'avais la vingtaine, j'ai fait mes études à l'étranger, j'étais là, ah, c'est super. J'aurais jamais imaginé que ça aurait pu me permettre, enfin, oui, en fait, d'une certaine manière, un autre regard, mais je pensais pas que ça porterait là-dessus aussi, évidemment. mm, Et c'est seulement après coup, là maintenant, que je me dis, en fait, d'avoir habité dans différents pays.
d'avoir vu comment c'était ailleurs. Là, maintenant, d'être mariée à un Tchèque et d'habiter maintenant depuis 11 ans et demi en Suisse alémanique, en fait, on est forcé, ça, naturellement, on est imprégné d'une autre culture, d'une autre façon de voir l'enfant. Et c'est là que tu commences à... Il y a des choses qui te sautent aux yeux qu'avant, tu voyais pas. Enfin, moi, quand je repense à comment c'était pour moi avant que, Mmh. avant que je sois maman, enfin, j'étais vraiment le pur produit de ma culture, quoi. En fait, oui, ce bébé, il va dormir dans son lit, puis il va vite Bien sûr. dormir, et puis, de toute façon, Ah il oui. va être super sage. Et de Mmh. toute façon, un enfant qui n'est pas sage, c'est un enfant mal élevé. Enfin bref, tous les gros clichés, je veux dire, je suis passée par là. Je, Mmh. Moi aussi. et en fait, d'un côté, c'est comment faire autrement, en fait, quand c'est vraiment par ça qu'on a été nourri tout le temps. C'est pas du tout étonnant d'en être là. Et je repense à ma sage-femme. On a une sage-femme qui vient en fait en Suisse pour le premier enfant. Souvent, c'est une dizaine de fois à la maison après l'accouchement quand on est revenu, en gros pour soutenir, pour voir comment ça se passe, etc. Et au bout d'un mois, je lui avais dit, mais je comprends pas, mon bébé, il dort pas. Enfin, il dort pas toute Mmh. la nuit, quoi, en fait. Mmh. Et donc, je lui ai expliqué que c'était ça mon objectif, en fait. Et Mmh. elle a été pleine de douceur et de compréhension à cette époque. Enfin, moi, j'en ris vraiment, j'étais tellement naïve. Mais en fait, c'était ça qu'on m'avait vendu, qu'un enfant, au bout d'un mois, allez, maximum 3 vraiment, si tu veux être généreux, allez, il fait ses nuits, il fait 8 heures, tu vois. Mmh. Et je comprenais pas, évidemment, le modèle que j'ai eu à la maison, que j'ai reçu, il faisait pas ça, hein. Mais il faisait pas ça du tout. Et elle a été super gentille, elle a essayé d'aller un peu dans mon sens, elle m'a suggéré de suivre les heures de sommeil, les tétés, les machins. Et quand je repense, j'ai noté toutes les heures et machin. Mais maintenant, je me dis, mais n'importe quoi, en fait. Mais voilà, il Après fallait ouais. peut-être traverser ça et puis se rendre compte petit à petit. Et puis quand elle m'a dit, et pour te dire où j'en étais, quand elle m'a dit, tu sais, moi aujourd'hui, ma fille, elle a 6 ans, elle nous rejoint encore, tu vois, maintenant j'en ai eu marre, j'ai acheté un super grand matelas et puis comme ça, on est tranquille. Et mais t'inquiète pas, maintenant, en tout cas, ma fille, elle a confiance en elle. Et je me souviens à l'époque, elle m'a dit, mais je m'étais dit, mais de quoi elle parle? C'est quoi le Mmh. rapport? Mmh. J'en étais là, vraiment. Donc, ouais, j'ai un peu, d'un côté, un peu de tendresse pour cette version de moi que j'ai été, et puis d'un autre côté, je me dis, mais si on informait différemment, en fait, mais quelle souffrance on pourrait éviter à tout le monde, en fait, que ce soit aux mères et puis aux enfants aussi, quoi, en fait, d'avoir Mmh. une vision qui soit moins, je sais pas, tronquée, en fait, de la réalité. Après, je me dis, il faut Ouais. pas non plus, pardon, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie, termine. Je me dis, je veux pas non plus, tu sais, tomber dans l'autre extrême où on fait que se plaindre de la maternité, de se dire comme c'est dur et comme on est vraiment pas aidé, etc. Je trouve que c'est pas non plus, comment dire, c'est pas non plus une posture qui te permet justement d'évoluer forcément vers le positif. Il s'agit pas de se complaire en Calimero, genre je suis une pauvre victime. Il y a un côté en fait où dire ouais, ok, il y a des choses qui vont pas, mais aussi ok, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir, quoi. Et je trouve Mmh. que là, des fois, il y a des moments où ça manque un peu, en fait, parce qu'on est aussi peut-être encore tellement en France coincé sur c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça qu'il Mmh. faut faire ou pas, et encore au stade d'avant finalement, et on n'est pas encore dans la recherche de solutions concrètes, quoi, en fait. Et on se crée des problèmes, des fois, j'ai l'impression, du coup, qui n'existent pas ailleurs, en fait. Des évidences qui sont... Enfin, quand je regarde le regard tchèque, toutes les personnes en République tchèque que je connais, la question du sommeil, mais il y a personne se demande, tu vois. Et c'est les enfants, ils se réveillent la nuit, les enfants, ils ont besoin d'aide pour s'endormir. C'est vraiment ok, quoi. C'est pas un Mmh. sujet. Mmh. Et en France, on en fait toute une histoire, quoi. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand tu disais il faudrait que peut-être il y ait une meilleure information, je pense que l'information c'est une chose, mais il y a aussi vraiment besoin d'autres modèles, tu sais, d'être exposé à d'autres manières de faire parce que quand c'est vrai que tu es une jeune maman et moi je me souviens en tant que jeune maman il y a 10 ans, la première chose quand même qu'on me demandait, c'était est-ce qu'elle est sage et est-ce qu'elle fait ses nuits. Donc on demande ça d'un bébé de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc déjà ça veut dire qu'on peut qualifier un enfant de cet âge-là de sage. Ça veut dire que apparemment ça devrait être normal qu'elle fasse ses nuits puisque tout le monde me demande ça. Et quand elle le fait pas, Exactement.
visiblement, mon interlocuteur trouve que c'est un problème. Donc après, toi, tu trouves que c'est un problème. Alors qu'en fait, oui, le problème, il peut être que tu manques de sommeil, mais la stratégie pour y répondre, eh ben, elle peut être différente donc de ce qu'on imagine, en fait. Donc ça, c'est une première chose. Et je me souviens, moi, d'avec toujours ma première fille, d'avoir rencontré à l'époque, parce que je me sentais très seule, d'être allée à des réunions d'allaitement de la Leche League. Mmh. J'avais pas particulièrement besoin de soutien sur l'allaitement, mais ça m'a permis de rencontrer des personnes. Et c'est la première fois que j'ai vu un bambin de 1 an être allaité. Et je me suis dit, oh, c'est vraiment bizarre. Ça m'a vraiment fait quelque chose Mmh. en moi de genre, c'est pas normal, c'est trop bizarre. Bah oui, c'est pas normal puisque j'avais jamais vu avant ça un enfant de 1 an être allaité. Ensuite, ça a dû passer par mon mental qui s'est informé, qui a lu des choses à ce moment-là, que j'ai pu aussi Mmh. laisser cheminer tranquillement, pour que maintenant, aujourd'hui, bah, ça me semble tout à fait normal. Mais je m'imagine peut-être que mes belles-sœurs, enfin voilà, quand elles me voient allaiter mon bébé, ça leur fait peut-être la même chose. Et donc, Mmh. c'est sûr que avant que ça diffuse et que ça infuse, pour que on s'imprègne aussi de d'autres manières de faire, bah, ça prend un certain temps. Et j'ai quand même aussi l'impression que l'information, bah, c'est un peu à double tranchant. Et voilà, en ce moment, je suis un peu en ambivalence par rapport à tout ça. À la fois, c'est tellement nécessaire, à la fois, quand t'es pas prête à recevoir une information, tu vas soit pas t'en saisir, tu vas te braquer, tu vas voilà. À la fois, je trouve que les parents qui ont envie de se remettre en question, bah, ils plongent vraiment euh, 2 pieds dedans, les bras avec, dans la mare d'informations, et effectivement se confrontent à ce qui est ton sujet d'expertise. Ok, j'ai toute la théorie, j'ai tout compris, je sais tout comment je veux faire, donc qui en soi est une illusion, hein, on est d'accord. Mais en plus, j'y arrive pas. Et donc, peut-être je manque d'outils, peut-être je manque d'infos. Et alors, je vais relire des bouquins, etc. Et là, dans mes accompagnements, en tout cas, j'ai quand même vu les limites. Après, ça c'est venu avec le temps. Hein. Dans ces dernières années, c'était pas le cas. Je voyais pas ça au départ en tant que doula. Mais là, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que je me retrouve de plus en plus avec des parents qui ont plein d'informations. Et donc plein de bonne volonté, mais qui effectivement, d'une part, ben, se confrontent à leurs propres limites, à leur propre histoire, etc. Euh, mais il y a aussi presque, je trouve, hein, dans, comme une fracture de la société entre les parents qui n'ont pas fait ce cheminement et qui restent dans reproduire ce qu'ils ont vécu et sans se poser trop de questions, mais ceux qui s'en posent et s'en posent énormément. Euh, il y a presque après c'est pas un dogme, mais si, c'est presque un nouveau dogme, dans le sens où peut-être j'ai rencontré des parents qui avaient l'impression que s'ils faisaient une chose euh, pas comme ils auraient aimé la faire, ça fichait tout en l'air. C'était par terre. Ou l'impression que eux, avoir des émotions, le but du parent conscient, c'est un parent qui a presque pas d'émotions du coup. Donc en fait, ça crée des nouvelles choses, et parfois je me Mmh. questionne en fait sur l'information qu'on délivre, comment on la délivre, et comment, ouais, comment est-ce qu'on peut vraiment se mettre au service de ça, parce que voilà, je vois un peu ces nouvelles choses aussi qui arrivent et qui me questionnent, quoi. Bah, je pense aussi qu'on est un petit peu une génération pivot, en fait, où on essuie les plâtres. On est un peu les premiers à vouloir faire autrement que ce qu'on a connu. Et bah, c'est vrai que c'est pour ça qu'on se retrouve un petit peu avec la double galère. Et mon espoir, c'est que plus on sera de gens à faire ça, plus ça deviendra facile au fur et à mesure des générations. Moi, j'ai pas forcément l'ambition. Je sais déjà que j'ai pas fait parfait. Ça, Mm. c'est déjà fini. C'est aussi de toute façon un concept en psychologie que c'est pas bon de faire trop parfait, donc qu'il faut faire assez parfait, good enough. Mais de se dire quand même, bah, tout ce que je transmets pas de casseroles, de trucs lourdingues, bah, c'est toujours ça que mes enfants n'auront pas à transformer. Et petit à petit, peut-être que je leur aurai quand même filé des casseroles, mais ce sera moins. Et eux, ils vont peut-être en transmettre moins à leurs enfants, et moins au fur et à mesure des générations. Et enfin, Mm. l'espoir que j'ai, c'est qu'au fur et à mesure, peut-être pas au bout d'une génération, mais au bout de quelques générations, il y ait vraiment un grand changement, un changement de paradigme.
Et finalement, en fait, ça peut durer pas tellement longtemps. On n'a pas forcément besoin de tellement longtemps pour changer les mentalités. Ça me fait penser, en République tchèque, justement, en fait, avant la chute du mur, les mères allaient au travail. En fait, la tante de mon mari et beaucoup d'autres personnes de cette époque-là, en fait, sont retournées au travail après 3 mois. Tu vois, c'était modèle français, quoi, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, quand tu parles avec des Tchèques, personne, mais vraiment personne n'a l'idée de retourner au boulot avant 3 ans. L'enfant, il reste Mmh. avec sa maman pendant 3 ans, c'est congé parental pendant 3 ans. Et, euh, et en fait, ça suffit. Plus personne n'imagine que ce soit possible en fait de mettre son enfant à la crèche avant en fait. Et on se dit, mon Dieu, pauvre enfant, etc. Enfin bref, avec tout ce qui peut aller aussi avec. Mmh. Euh, mais tout le monde a changé d'avis là-dessus, tu vois. Comment Ouais. dire, la mentalité dominante, elle est complètement différente. Et ça a duré, il y a un gap de 30 ans, 40 ans, tu vois. Donc en fait, ça peut Ouais. aller vite de changer. Ça peut aller vite de changer, mais là, dans l'exemple que tu donnes, moi, ce qui me questionne, est-ce que ça convient à toutes les mères, tu vois, de rester avec leur enfant jusqu'à Ça, c'est 3 autre ans, chose. Après, le tu vois? contenu de cette nouvelle mentalité, tu vois, C'est est-ce que ça. ça va pas trop loin précisément? Mais disons que l'idée que ça peut changer, en tout cas, Mmh. je trouve que ça, c'est quand même fou comme ça peut être rapide et qu'une nouvelle idée Ouais. peut être finalement assez vite acceptée. Mais je pense que Effectivement, ça malgré pose des tout, questions. nos parents, ils ont déjà fait différemment de leurs propres parents. Alors ils se sont focalisés sur sûrement d'autres questions, mais j'ai quand même l'impression que cette volonté, alors beaucoup plus inconsciente sûrement, moins réfléchie, moins documentée, Mhm. moindre mesure, mais en fait, on a souvent cette discussion avec mon conjoint, le père de mon dernier, qui vient d'une famille cambodgienne, enfin son père est cambodgien, et il est Mhm. venu en France à 18 ans. Et donc son père, il avait vraiment envie de faire différemment, de transmettre des choses dont il a manqué. Et donc Mhm. principalement de la sécurité matérielle dont il a manqué en fait. Mhm. Donc avec toute cette finalement bonne intention, imprégné par contre d'une relation à l'enfant hyper dominante et hyper violente et pas du tout centrée sur l'émotion, parce que des personnes Mhm. qui ont connu la guerre, l'exode, l'exil, etc., les émotions de l'enfant, c'était vraiment, ça leur a pas traversé l'esprit, mais tout imprégné de ça, il a vraiment mis en œuvre tout ce qu'il pensait bien pour faire Mhm. autrement, et ce truc-là, c'est le terreau des plus grandes blessures de mon conjoint. Mhm. C'est-à-dire, limite, l'injonction à s'élever socialement, l'impression d'être jamais assez bien, d'être jamais à la hauteur, le fait qu'il n'y a pas de place pour les émotions parce que... Enfin, et alors que tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a... Au début, je me suis dit, bah, on a la solution. Nous, on a compris. On a compris que le problème, il est dans la place, par exemple, qu'on fait aux émotions de l'enfant, il est dans toute cette sphère qui a été ignorée et on met le paquet là-dessus. Mais j'y crois, mais en même Mhm. temps, je garde une part de prudence avec la conscience que même si je faisais parfait, comme tu dis, c'est-à-dire mon parfait à moi, celui que je crois aujourd'hui avec mes lectures et tout, même si je faisais mon parfait, euh, Ah, c'est un petit il peu y a eu un coupé. petit bug. Excuse-moi. Donc du coup, je reprends mon fil. Oui, vas-y. Ce qui m'inquiète, c'est que je me dis que même si je faisais mon parfait des livres et même d'expérience, que j'étais à la mère que je veux être chaque jour avec mes enfants, j'ai une partie de moi qui sent que ces choses-là que j'ai faites précisément en conscience pourraient être le terreau de choses qui me seront reprochées, ou en tout cas de blessures en fait aussi pour mes enfants, parce que en fait l'humain il est comme ça, et il prend en fonction de ce qu'il a, et finalement il y a toujours, comme la vie c'est il y a des émotions désagréables, des émotions agréables, quoi qu'on vive, et ben je me dis, j'ai un peu un regard curieux et un peu teinté d'appréhension de qu'est-ce que cette nouvelle génération avec qui on a eu ce changement de posture, qu'est-ce qu'ils vont nous reprocher en fait? Et je suis sûre qu'ils vont nous reprocher quelque chose, quoi. Et pas, J'ai la même et pas réflexion de, des fois.
ça va pas être, tu l'as pas fait à 100% comme le bouquin, t'as pas toujours été sans crier. Je suis sûre que ce sera plus subtil, ce Un sera truc qu'on n'a pas vu exactement, venir. ou que ce sera exactement là où on a cru bien faire, qu'ils vont nous dire que ça va pas, tu vois. J'ai entendu une ou deux anecdotes comme ça où je me suis dit, ah ouais, non, mais vraiment, c'était un truc du style, voilà, c'est une maman qui est expérimentée, qui a partagé avec moi qu'elle avait lâché sur un sujet. Elle voulait que sa fille fasse des cours d'anglais. Sa fille, elle était dans non, je veux pas, etc. Et donc, bah voilà, elle voulait pas se battre avec elle. Elle a pesé le pour, elle a discuté. Puis bon, elle a dit, bah ok, je te laisse faire, t'es assez grande pour choisir. J'ai pas envie d'entrer dans ce conflit avec toi et tout. Et en fait, en grandissant, la fille lui a dit, mais pourquoi tu m'as pas forcé? Voilà, ça aurait été tellement une chance là maintenant. Enfin, voilà. Donc, en fait, je me suis dit, ouais, non, vraiment, euh, voilà. Oui, c'est sûr. Après, c'est toujours possible aussi de rediriger, tu vois, en disant que ben, c'est aussi en fait un chemin de faire des erreurs. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Et si finalement Mm. cet enfant a fait l'erreur de ne pas vouloir faire de cours d'anglais, ben, maintenant elle apprend que voilà, c'est le moment peut-être. On aurait pu faire différemment. Ben, maintenant on en est là. Et quelle solution on peut apporter concrètement Tout à maintenant fait. pour changer les choses? Je trouve que c'est aussi peut-être qu'on se met aussi la pression finalement en se disant que, qu'il y a qu'un seul chemin en fait. C'est quelque chose des fois que je me demande aussi. Mm. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je prends la bonne décision? C'est un truc que vraiment, je pense que ça aussi, ça vient bah, d'une éducation où justement qui est très sur bah, la performance. Il faut qu'on réussisse. Mm. Il faut trouver la bonne réponse du premier coup. Et puis tout ce genre de choses, la validation extérieure, ça, mon Dieu. Et où est-ce que j'en étais? Mince, j'ai perdu le fil aussi. Le sentiment que tu te posais la question, est-ce que je fais bien, est-ce que et que tu, Oui, ouais, bah, que, tu te en poses ces fait, questions. finalement, oui, de faire le bon choix, comme s'il y Mm. avait un bon choix. Finalement, plus ça va, plus je me dis, il y en a peut-être pas juste un seul. Et je me souviens avoir entendu une sorte d'image qui était que finalement, en fait, quand la vie veut t'emmener quelque part, ben, c'est un peu comme un GPS, en fait. Il y a pas forcément un seul chemin pour y aller. Et puis si jamais tu prends un détour, bah, tu seras redirigé d'une certaine manière Mm. si c'est vraiment ça que tu dois faire. Et donc Mm. finalement, il y a peut-être pas de mauvais choix, il y a que des expériences dont tu peux apprendre plus ou moins. Il y en a qui sont peut-être plus douloureuses que d'autres, Mm. mais voilà, bon, finalement, ça n'empêche pas forcément de poursuivre le voyage et puis d'apprendre ce qu'il y a à apprendre. Je trouve que Ouais, c'est aussi beaucoup une question de perspective, de comment on voit la vie, et qui va là aussi encore transformer complètement comment on va vivre les choses, et puis y compris les reproches finalement plus tard aussi. oui, Si un c'est jour il pour y en ça a. que je te dis que là où peut-être il y a 2 3 ans, la perspective que mes enfants me reprochent des choses, je l'avais en tête, mais je me disais, c'était juste un peu une pression supplémentaire en mode, ouais, t'as conscience qu'il va y avoir des reproches, donc vraiment sois vigilante, il y aura des choses, bon, mais fais en sorte que ce soit le moins possible. Et là, en fait, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de plus tranquille en moi, de me dire qu'en fait, ça fait partie du chemin. On a besoin d'avoir aussi ces expériences-là. En fait, je pense que c'est vraiment là, moi, c'est la leçon de cette troisième maternité, hein, vraiment. Euh, Tu parlais de bons choix. Ça me parle énormément. Vraiment, quand j'ai découvert la parentalité, à l'époque, ça s'appelait parentalité positive, bienveillante, en conscience. Voilà, on a cheminé autour du nom, mais au départ, c'est vrai qu'il y a 10 11 ans maintenant, parce que c'était pendant quand même ma grossesse, donc il y a 11 ans, c'était pas encore autant présent. D'ailleurs, moi, j'avais même pas Instagram, donc c'était pas autant diffusé que maintenant. Mais Mhm. j'ai eu vraiment oh, alléluia, quoi. Alléluia. J'ai là, alors c'est pas, j'ai la recette, mais je comprends qu'il y a tout ce qu'il faut faire bien pour aider un enfant à pousser. En même temps, du coup, ça m'a fait me dire, ah, mais c'est pour ça que moi, je suis comme ci, comme ça, parce que mes parents, bah, sur ça, ils ont fait autrement, sur ça, ils ont fait autrement, etc. Et je me suis dit, bon, bah, ok, il y a moyen de d'aider un enfant à grandir et de faire en sorte que ce soit un adulte heureux, épanoui, et quelque part, en gros, un adulte qui ne ressent pas les émotions désagréables que je ressens. Euh, et là, vraiment, alors, je me rends vraiment compte que, bah, ce que je te disais tout à l'heure, la palette d'émotions, elle sera là quoi qu'il arrive. Alors,
bien sûr que c'est pas la même chose, on va pas vivre la même vie, on va pas avoir les mêmes opportunités et s'exposer aux mêmes choses si ce qu'on a vécu comme expérience désagréable, c'est de la maltraitance, des coups, des humiliations et voilà les choses, peut-être les exemples que moi je pourrais te donner dans ma vie de maman. Euh, mais je me suis vraiment dit, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en soi, dans le sens, bien sûr que la science aujourd'hui nous dit des choses, mais c'est pareil. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est pas ce qu'on nous disait hier, et c'est sûrement pas ce qu'on nous dira demain. Donc du coup, je trouve que Mmh. en premier lieu, ça m'a fait un peu un vertige, tu vois, de dire, mais en fait, y a rien sur quoi je peux m'appuyer qui soit sûr, en fait. Sur quoi est-ce que je m'appuie si je peux pas être sûre, alors que c'est la plus grosse responsabilité que moi j'ai, c'est quand même Mmh. d'élever ces enfants-là. Et là, ce que j'essaye de faire de plus en plus, ben, c'est de revenir à ma boussole qui est ma joie. Et c'est pas facile, hein, je me rends vraiment compte à quel point c'est difficile de sortir de cette idée de il faut, même si le il faut, c'est quelque chose qui a plein de bonnes intentions, mais il faut que je m'assure d'avoir bien coché un maximum de Mmh. cases pour que mon enfant il ait le moins de blessures possible, le moins de failles. Et presque, en fait, je me suis rendu compte que, bah non, en fait, mon rôle, c'était pas d'éviter les blessures et les émotions désagréables à mon enfant, une pente dans laquelle j'étais vraiment en train de tomber, mais c'est vraiment d'être là à ses côtés quand il les traverse, parce que juste ça fait partie de la vie et que du coup il va y en avoir d'autres. Alors je vais pas en créer volontairement ceux dont j'ai conscience, je vais faire mon maximum, mais il y a Mmh. tellement de choses dont j'ai pas conscience. Et voilà, cette pente-là tu vois, cette frontière entre euh, j'ai compris des choses sur le cerveau de l'enfant, sur sa vulnérabilité, sur le respect que je lui dois parce que je sais une personne avec autant de droits que moi. Et ah bah par contre, c'est sur mes épaules de faire tout pour que il n'y ait pas de blessures liées à son enfance. Bah, elle est mince et je pense que là, c'est là que se niche quand même une énorme, énorme pression et peut-être une incompréhension aussi hein, Mmh. de notre rôle en fait de parents. Ouais, bah, je trouve que c'est super intéressant tout ce que tu dis. Tu soulèves plein de choses qui sont, hyper pertinentes et je me demande aussi, tu sais, tu disais, ta boussole. Mm. Hem, c'est aussi quelque chose vers lequel je suis revenue et c'est pour ça d'ailleurs dans ce programme audio que j'ai créé que j'ai voulu le mettre aussi dans un deuxième temps là-dessus en fait, pour qu'en fait le parent se reconnecte finalement en fait à ce que lui, il pense être bien. Parce qu'en fait, je me rends compte que des fois, il y a plein d'injonctions qui viennent de l'extérieur, des sources extérieures d'informations et en fait, on s'écoute plus. Et alors qu'en fait, notre corps, notre instinct, j'ai envie de dire, pas forcément instinct maternel, instinct en général, il y a un truc qui nous dit si c'est OK ou pas OK et que je trouve quand même dans notre société, on met beaucoup de côté. En fait, on est vraiment, est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il y a une étude scientifique qui prouve que ou pas? Bah, en fait, la réponse, elle est déjà là. Tu vois, au fond de toi, tu sais si c'est bien ou pas, si c'est juste pour toi ou pas. Et ce qui est juste pour l'un ne sera pas forcément juste pour l'autre. Parents et aussi enfants, en fait, Mm. parce qu'on se rend compte qu'ils sont pas tous pareils et qu'il y en a un qui a besoin de plus de ci, plus de ça et c'est pas forcément rendre service que de faire exactement la même chose, de donner la même chose, alors qu'il y en a un qui a besoin de plus d'un truc et l'autre de l'autre. Et en Carrément. fait, au moment T et même en fonction, j'ai envie de dire, de tes ressources intérieures, qu'est-ce que je suis capable de donner aujourd'hui? Parce que ça non plus, c'est pas, un truc fixe. Il y a des fois où tu es, au top de tes capacités, tu as une patience infinie, tu es là: «Waouh, je me débrouille bien aujourd'hui». Puis il y a des jours où tu te dis: «Mais j'ai envie d'exploser, en fait». Mm. Et je pense que ça, c'est normal aussi. Et du coup, en fait, c'est complètement illusoire de croire que ça va être un truc, tout plat et régulier. Et en fait, justement, tu vois, revenir un petit peu au fond de moi, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que ça dit oui à l'intérieur ou non à l'intérieur? Ben, je trouve qu'on est beaucoup coupé de ça, en fait, alors que ça pourrait être peut-être la solution. Justement, t'en parlais de ce flux d'informations, cette montagne d'informations dont on est abreuvé et où tu sais plus quoi croire finalement. Et je Mm. trouve que c'est vrai en parentalité et c'est vrai, mais en fait, dans tous les domaines. Il y a tellement de désinformation à tous les niveaux que bah, il te reste, enfin moi je trouve personnellement qu'il me reste pas grand-chose d'autre à faire que d'aller piocher des sources un peu contraires, d'essayer de me forger mon opinion, d'essayer de voir, de faire le calme à l'intérieur et de me dire: «Et toi, vers quoi tu as envie d'aller?»
Mmh. Ce qui peut aussi évoluer avec le temps, bah, oui, on on fait comme on peut avec ce qu'on a, mais de pas, en fait, se faire passer nos impressions, en fait, en dernier, comme si c'était un truc, pas tellement valide ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, bah, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'autre, en fait? Après ça Mmh. touche à plein de choses philosophiques qui sont: qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la vérité? Enfin bon, voilà, mais Mmh. après au quotidien quand il faut l'appliquer, faire les goûter avant de partir et cetera, enfin, il faut être pragmatique aussi et puis, ben, ouais, voilà quoi, de faire du mieux qu'on peut aussi, quoi. Mais c'est en fait, là, pareil, il y a plein de choses qui me viennent quand je t'écoute. Tu sais, toujours sur cette idée de boussole, tu dis, «Moi, sentir ce qui me semble juste, est-ce que ça me convient dans ma parentalité?» Et cetera. Et donc je pense que c'est effectivement une partie de la réponse en termes de boussole, parce que comme tu l'as dit, un parent n'est pas un autre, un enfant n'est pas un autre, ma réalité à un moment M n'est pas celle d'un autre moment. Mais il y a vraiment, et ça c'est vraiment pareil, cette leçon cette troisième maternité, c'est vraiment ça, c'est que pour moi, quand je parlais de parentalité en conscience, c'était vraiment la conscience de l'enjeu du côté de l'enfant, la conscience de ses besoins, de son développement, enfin voilà, la conscience du côté de l'enfant. Et je reste convaincue que en fait l'enfant c'est le socle, en fait, c'est tout pour moi, tout passe par l'enfance, donc je ne Mmh renie pas mh. ça. Mmh. Mais en même temps, ce que j'avais complètement ignoré, c'était vraiment, enfin complètement, pas mal ignoré, c'était la conscience de moi. Donc certes, mon histoire et comment, ah bah oui, telle chose dans mon histoire, telle chose dans mon éducation, telle chose dans ma vie m'empêche d'être la maman que je veux être pour mon enfant. Mais il y a aussi, qu'est-ce que je vis là maintenant, qui est, on va dire, vivant en moi, qui est présent, qui m'anime, et que Mmh. je vais taire, voire je reçois même pas l'info, parce que il y a plus cette connexion de moi à moi, parce que tout est en fait Mmh. dirigé vers mon enfant. Et en fait, c'est pas si altruiste que ça en vérité, parce que quand je suis comme ça dans cette espèce d'être un peu omnibulée envers mon enfant, parfois je lui rends pas toujours service, et parfois ça vient, en fait, c'est parce que c'est moi, j'ai aussi besoin de me rassurer que j'aurais bien fait le nécessaire, Mmh. que je vais pas être responsable de certaines choses, que voilà, bon, je mets ça à part. En tout cas, vraiment, qu'est-ce qui est vivant en moi? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire aujourd'hui? Et parfois, je me suis vraiment rendu compte que je pouvais dire et faire des choses complètement contradictoires, c'est-à-dire dire: «Je suis fatiguée, j'ai envie que ce soit calme aujourd'hui, enfin que ce soit lent, que ce soit doux. J'aimerais que les enfants soient calmes. Mais moi, en premier, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai mis un emploi du temps pas possible avec une logistique de fou, parce que je me suis dit que, ah bah oui, ma fille m'avait dit qu'elle aimerait bien faire du poney, elle m'a balancé ça une fois. Du coup, ça y est, je suis à fond en train de chercher comment mettre le poney entre tel truc. Alors, j'ai pas les sous. Donc, je vais faire ci, je vais faire ça. Je nous crée un emploi du temps de folie. Je suis stressée. Bah, la journée, en fait, elle est pas douce, elle est pas calme. Les enfants sont pas calmes. Bah oui, mais tu vois ce Mmh. que je veux dire? Ah La bah, boussole de parfaitement, qu'est-ce oui. qui est vivant? La Ça boussole de ouais, qu'est-ce qui est vivant? Ouais, bah, ça me fait penser, en fait, à une expérience que j'ai faite sans le faire exprès, finalement, en fait, parce que pendant super longtemps, j'ai, endormi enfin, je me suis endormie, enfin, l'idée, c'était que moi, je m'endorme pas, mais que l'enfant s'endorme à côté et c'est pareil, en fait et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des soirs où j'avais envie que ça aille vite. Tu sais, il y a eu une époque où mon Mmh. fils commençait ça faisait quand même, j'ai fait ça pendant 3 ans quand même, hein, Mmh. avant que ce soit papa qui prenne le relais. C'était toujours maman, après ça a été toujours papa et il y a eu des moments, en fait, où des fois, bah, juste tu es fatigué, tu as envie de faire autre chose ou tu as besoin de faire autre chose et un peu, tu es là, tu as envie que ça se passe vite, tu vois? Donc là, tu es dans le lit à côté, et et en fait, tu te dis: «Mais il s'endort pas ce gosse, mais pourquoi? Il arrête pas de se retourner dans tous les sens, il est agité, ah là là» et puis en fait, tu te dis: «Mais toi Clémentine, comment Mmh. comment tu es à l'intérieur?» En fait, c'est une agitation terrible et je me souviens que cette fois-là, je m'en étais rendu compte et je m'étais dit: «Mais calme-toi» et j'avais vraiment fait l'effort de respirer, de me calmer, de penser à des trucs calmes. Mais il était endormi en 5 minutes. C'est vraiment Mmh. je me suis dit: «Mais c'est incroyable», Oui. mais vraiment, tu sais, il y a on vibre quelque chose et bah, tu il y a ce que tu dis, puis il y a ce que tu dégages et si c'est pas en accord, bah, en fait, c'est quand même ce que tu dégages qui va avoir, énormément d'importance, en fait. Tout ce qui est non Mmh. verbal et cetera, c'est hyper important et ça me refait penser justement à ce que tu disais sur le fait de diriger tout vers l'enfant et cetera. C'est vrai que moi, je suis quand même beaucoup comme ça aussi parce que ça me tient à cœur. J'ai, oui, effectivement, envie de bien faire et cetera.
Après, je me dis, n'oublions pas, je me dis, n'oublie pas que tu es aussi un modèle et qu'ils font comme toi tu fais et pas comme toi tu dis. Et si tu te fais toujours passer en dernier, qu'est-ce que ça va être le message? Et là, des fois, en fait, c'est là que je me dis, bon, bah, il faut faire autrement, en fait, parce que j'ai vraiment Mmh. été élevée aussi dans le il faut faire pour exister, en fait, c'est ça. Mmh. Et là, je vois les limites et je réfléchis beaucoup aux limites de ça, quoi, d'être dans le faire, faire, faire et de se sentir nul quand on fait pas, quand on n'a pas fait assez, d'avoir fait 15 trucs sur ma to-do list. Oui, mais il y en a deux que j'ai pas fait, donc je vais poser le regard là-dessus et me culpabiliser pendant je sais pas combien de temps sur ces deux trucs, alors qu'en fait j'ai accompli plein de trucs, en plus de permettre à 3 enfants de survivre, par exemple, et d'être nourris et bien, et d'avoir lu des pommes d'api, etc., etc. Quoi. Donc, en fait, d'avoir fait un job incroyable, mais non, parce que C'est toute pas cette assez. dimension, en fait, de s'occuper de l'enfant qui est un peu minimisée comme ce truc qui est, un petit peu, en marge de la société et qui, je trouve encore beaucoup en France, est un truc un peu auxiliaire, un truc que tu fais en plus, mais ça suffit pas trop en tant que femme si tu fais que ça, quoi. Mmh. Et Bah, tu sais, tu parlais d'être leur modèle. Il y a eu plusieurs paroles, hein, de mes filles qui ont été un peu des chocs pour moi sur cette thématique-là. mmh Parce que plus ils grandissent et plus ils sont capables de nommer mais ce qu'ils mh. voient et ce qu'ils sentent depuis longtemps, hein. Et notamment des choses du type mais par exemple, mais non, maman, mange, vas-y, prends-le. Pourquoi tu veux toujours nous le donner, le dernier biscuit? Tu peux le prendre toi aussi, etc. Mmh. Mais alors, plus, enfin, ce qui m'a, on va dire, vraiment fait un électrochoc, c'est que mes deux filles en ce moment, eh ben, elles ne veulent pas être mères. Mmh. Alors que c'est des petites filles hyper empathiques, Mmh. elles adorent s'occuper en soi de leurs petits frères, voilà. Mais en fait, là, j'ai l'impression que ce qu'elles ont, alors très clairement, celle, ma deuxième, qui est très vive d'esprit et toujours piquante. Ça fait longtemps hein, qu'elle m'a dit non, non, moi je j'aurai pas d'enfant parce que c'est trop de travail, c'est trop, faut trop se faire passer après moi j'ai pas envie de ça. Donc Mmh. c'était clair. Et mon aînée qui a quand même un côté plus décentré et dans le don d'elle-même et qui voulait Mmh. 3 enfants. Elle m'a dit il y a pas longtemps, alors ça veut rien dire, hein, je suis pas en train de Mmh. dire qu'elles n'en auront jamais, mais elle m'a dit il y a pas longtemps que finalement elle avait changé d'avis, qu'elle voulait pas être maman, que c'était euh, trop, trop difficile en fait. Et je me dis, bah, qui leur donne cette image que être mère Mmh. c'est si difficile en fait. Donc ouais, ça m'a quand même bien ébranlée. Et tu vois, dans ma to-do list, avant, il y avait des choses que je mettais parce que bah, je pensais que c'était bien pour elle. Euh, et par exemple, on a un grand jardin et depuis qu'on est là depuis 4 ans, tous les printemps, je me dis je vais faire un potager parce que comme ça on aura des légumes du potager, c'est bien pour les enfants de faire le potager, comme ça on ira plus dehors, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mais je ne sais pas faire le potager, en plus je n'aime pas. Je m'en sors pas, je plante 3 trucs, je les oublie 15 jours, donc bah ils sont morts, enfin voilà. Et en fait, par contre, bah, j'adore écrire, mais je m'autorisais jamais en fait à le faire devant elle, parce que devant elle, je me dis, il faut que je fasse des choses pour elle. Alors là, je dis elle, maintenant, il y a aussi mon fils, mais Mmh. il a 1 an, donc c'est encore un peu entre deux. Mmh. Euh, c'est difficile de faire des choses qui demandent par exemple de la concentration avec un bébé de 1 an, je t'apprends rien. Ah bah, oui. Mais en fait, les quelques fois où j'ai pu faire des choses que j'avais vraiment envie de faire, au lieu de leur dire bah venez, on va faire quelque chose que je pense bien pour elle, je dis moi j'ai trop envie de faire de l'aquarelle, ça vous dit pas? Ou juste je vais le faire et qu'elles le font avec moi. Ou qu'elles m'ont vu me pencher sur mon travail ou écrire et du coup être inspirée. Alors la partie dans écrire des livres, où elles font la bibliothèque, après elles font truc. Et en fait, bah, je me dis, ouais, là, on est dans quelque chose de plus authentique qui, moi, me nourrit aussi en même temps. Et après, je suis pas en train de te dire que ma vie a changé au sens où maintenant toutes mes journées sont passées à être voilà au spa, à faire que des choses que j'ai envie de Mmh. faire. C'est pas du tout ça, hein, mais c'est vraiment pour dire ce côté un peu authentique que j'ai l'impression qu'on peut un peu perdre avec la découverte de toutes ces choses. Et je suis comme toi, vraiment, ça me prend aux tripes. C'est vraiment mon cheval de bataille, voilà. Mais
Il y a avec les autres et puis il y a avec mes propres enfants et avec mes propres enfants, bah, je me rends compte, que parfois, ce truc-là de vouloir tout cocher, heu, ben, ça les dessert, enfin ça dessert l'ensemble plus qu'autre chose donc c'est pas facile, hein, c'est des choses dont je me suis rendu compte assez récemment et qui m'ont bien ébranlée parce qu'en fait, je me suis dit: Mmh. «Ça fait 10 ans que je fonctionne d'une manière, avec la certitude de viser le bon endroit, d'être jamais assez bien, mais allez, j'y vais. Et en fait, là, je suis en train de me dire, c'est peut-être pas, t'avais compris quelque chose, et tu sais, c'est comme si, voilà, je voyais les choses d'une manière, une forme, et puis en fait, mon regard, il s'est un peu déporté, puis je vois toute une autre facette que j'avais pas vue jusque-là, quoi. Ouais. Bah, je trouve que tu décris vachement bien, que c'est un chemin, en fait. Que c'est un chemin, que c'est pas justement, bah, ouais, la recette miracle, qui a été vendue un peu, j'ai l'impression parfois, par certaines personnes sur, tout ce qui était, parentalité justement positive, bienveillante et cetera. Ça dépend comment on a envie de l'appeler, mais finalement je pense que ça revient un peu au même. Enfin moi je mets un peu toutes les mêmes choses Mmh. derrière. Mais que c'est pas juste d'essayer de dire gentiment ou de faire obéir gentiment ou Mmh. c'est autre chose quoi, c'est autre chose, c'est un chemin qui remet, l'enfant au centre, mais aussi en fait, je me dis: «Il y a des gens qui voient l'enfance comme si c'était un truc séparé du reste Mmh. de la vie», mais non en fait, au contraire, c'est la base, mais après ça continue en fait. Mmh. Donc j'ai du mal en fait à comprendre comment comment fonctionnent les gens en fait Mmh. quand ils font en fait cette différence. Il y a les enfants, puis il y a les adultes, mais en fait non, tous les adultes ont d'abord été enfants et c'est ce que tu crées en tant qu'enfant qui devient ensuite, qui tu es en tant qu'adulte en fait Mais et oui. toute la vie est un chemin finalement. Mais je pense que ce que tu dis là, ça, c'est vachement intéressant, mais ça me fait penser que je pense que si beaucoup de gens voient ça comme l'enfance séparée du monde adulte, ça raconte en fait ce côté-là où on nous a dit, bah, bien, être enfant c'est bien, c'est le moment où on joue, mais quand tu vas être adulte c'est fini. Le temps des responsabilités, c'est quand on est adulte. Le temps du travail, le temps des trucs, voilà. Mmh. Et tu vas pas toujours pouvoir comme ça faire tout ce que tu veux, etc. Or, c'est complètement faux parce que le jeu, le plaisir, l'apprentissage, la transgression, ça fait aussi partie de la vie des adultes. Sauf que on a mis ça en mode non, non, on va pas, on fait plus, c'est plus pour nous. Mais en fait, si, on a besoin de reconnecter avec, on va dire, cette partie peut-être plus liée à notre enfant intérieur, mais même pas, on a besoin juste de reconnecter à cette partie-là. Et c'est ça, je pense que une des choses que nos enfants peuvent nous apporter dans le quotidien, dans certains, quand tu arrives à lâcher prise sur certaines choses et à te permettre avec eux des choses de l'enfance, mais en fait dont on a aussi besoin dans le monde adulte. Et à l'inverse, on a aussi eu cette vision de l'enfant. Pour lui, tout est simple, tout est facile. Puis les chagrins d'enfant, ils sont pas graves. Les émotions désagréables de l'enfant, c'est des caprices, c'est des choses pas Mmh. graves. Et là, voilà, là, on a aussi besoin de se remettre, de se reconnecter. Et si tu arrives à te souvenir un peu de toi, tes chagrins d'enfant, tes peurs d'enfant, non, bah c'était sérieux en fait, c'est toute ta vie. Donc oui, il n'y a pas de scission comme tu dis, et c'est important ouais, d'en prendre conscience en fait. Ah, tu touches à plein de choses, hyper intéressantes et juste, c'était exactement ce que je voulais dire. Il y a une sorte un peu d'idéalisation. Bah, déjà, je trouve qu'il y a une montagne de croyances limitantes qu'on se crée à l'âge adulte et dans lequel on s'enferme et je pense que ça crée plein de gens qui sont malheureux et qui savent pas comment en sortir et qui sont coincés dans un système de pensée qu'ils arrivent même pas à voir que ce serait possible, en fait, de penser autrement. C'est une grande difficulté que je vois chez Mmh. beaucoup de personnes et puis aussi une sorte d'idéalisation de l'enfance comme si enfin, telle qu'elle est, pratiquée, dans la société occidentale, comme si c'était un moment d'insouciance, de liberté et cetera. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Des Mmh. enfants qu'il faut lever tous les jours à la même heure, même s'ils sont fatigués, même s'ils ont pas envie d'y aller. Allez hop, tu vite, tu manges ton petit déj, tu discutes pas, allez tu t'habilles et après tu t'en vas pour, 8 heures d'école, et puis peut-être, pour certains, une activité, judo, tennis, machin truc. Tu rentres, vite tu manges, allez c'est l'heure du pyjama et cetera. Est-ce que c'est Mmh. vraiment ça? Tu sais, en fait, c'est déjà une mini vie d'adulte pleine de Mmh. contraintes et Mmh. enfin, je trouve que, ouais, il y a vraiment c'est pour ça que moi j'aime quand même bien cette idée de parentalité consciente, mais j'ai pas Mmh. trouvé encore de meilleur mot, où au moins tu te rends compte, où tu essayes de réfléchir à la chose quoi, Ouais. de cheminer là-dessus. Alors on n'a pas forcément toutes les réponses,
Mais je trouve que déjà, à partir du moment où on se pose des questions, bah, il y a un truc qui s'ouvre, il y a un truc qui est possible, quoi. Et plutôt que juste d'être là comme ça avec les œillères et de continuer parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, et puis voilà, quoi. Mmh. Oui, moi aussi, c'est le terme qui me parle le plus, avec cette notion de consciente des enjeux pour l'enfant, conscience des enjeux pour soi. Et j'aime bien l'intitulé de ton podcast, parce que enfin, en tout cas, c'est comme ça moi que je le lis dans le s'élever, c'est-à-dire on Mmh. pense qu'on élève nos enfants, alors que en vérité, ils nous élèvent énormément. Et je sais pas, je pense que c'était ton intention derrière Oui. ce titre. Bah, ce Euh, sont de grands maîtres, à mon avis, qui sont largement sous-estimés, ça c'est clair. ouais. Et oui, je sais, j'ai perdu mon fil, mais en tout cas, Ah pardon. non, non, mais avant que, voilà, bon, c'est pas, D'accord, je sais plus ce que je voulais dire. OK. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Moi, j'aurais bien voulu te demander, du coup, si j'ai bien compris, en fait, tu t'es formée pour devenir doula et puis, je pense que tu as exercé un moment en tant que doula et puis finalement, tu as envie de faire autre chose maintenant? Oui, Est-ce que tu as envie de nous en alors, parler ou pas bah oui, encore? je Ou peux en parler rapidement. En fait, oui, je me suis formée pour devenir doula quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, donc en 2017. Et depuis, j'ai exercé, alors pas à temps plein, hein, parce que bah, les grossesses, les maternités, l'école à la maison. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, c'était un exemple que je voulais donner tout à l'heure quand tu as parlé, tu sais, bah, des enfants qui ont des besoins différents, etc. Et par exemple, ça, c'est une question hyper emblématique de ça chez nous, c'est que pour moi, ben, l'IEF, c'était que bien, et c'était bien pour tout le monde. Et en fait, ben, mon aînée, elle avait envie de retourner à l'école, et elle, ça lui convient mieux, et elle apprend mieux comme ça. Elle a eu vraiment son déclic en termes d'apprentissage par l'école. Et ma deuxième, ah, je t'en prie. En même temps, je peux peut-être... la maternité revient. Coucou. J'adore. Reviens au galop. Bah, oui, en même temps, elle ne s'arrête pas à la porte, hein. Exactement. Donc ouais, non, ma première, elle avait vraiment envie de retourner à l'école, et c'est pas juste qu'elle en a eu envie, c'est elle s'est épanouie, elle a eu ses déclics en termes d'apprentissage, alors qu'il y a Mhm. plein de choses qui sont pas parfaites. Et puis bah ma deuxième, ça passe toujours pas, et je sais que ça lui conviendrait beaucoup mieux d'être en IEF. Et puis Mhm. bah là, on a cet échelon longtemps oublié qui est bah moi. Et que Mhm. moi, bah, je me vois pas avoir les contraintes de l'école, en même temps un enfant à temps plein, donc je peux pas travailler, et donc bah je fais aussi partie de l'équation, et je vais essayer de Mhm. pas l'oublier, quoi. Donc voilà, ça c'est le petit détour. Mhm. Je reviens à ta question. Donc ouais, j'ai pratiqué en tant que doula, et à temps partiel, on va dire. Et en fait, aujourd'hui, il y a un mélange de les circonstances de, enfin, comment dire, le cadre du métier de doula. Je trouve qu'il fait énormément sens. Donc, c'est principalement au domicile des familles. Donc, tu es dans leur cadre, leur intimité. Il n'y a pas du tout cette notion un peu intimidante quand tu vas consulter quelqu'un, etc. C'est pas des consultations, c'est vraiment une figure bien particulière. Mhm. Et je trouve que l'outil de la doula, qui est l'écoute, on n'a pas au départ vocation à dire je vais t'amener d'un point A à un point B, je vais t'aider à créer ça ou ça ou ça dans ta vie. On part vraiment de là où tu en es, on offre de l'écoute. En soi, l'écoute, elle peut être carrément thérapeutique, hein, quand elle est faite comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose de, voilà, qui me plaît énormément là-dedans, et qui fait de plus en plus sens pour moi, parce que je me rends compte bah, de tout ce dont on a parlé dans cet épisode, et que bah, les portes ne s'ouvrent que de l'intérieur. Donc, de toute façon, voilà. Mais en même temps, ce cadre, pour moi aujourd'hui, bah, il me permet ni de vivre, ni de combiner avec mes exigences que j'ai en tant que maman. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de le délaisser, et que j'ai envie de me tourner vers d'autres choses. Alors, quelle forme ça prendra encore, je suis pas encore sûre. Mais j'aimerais aller vers quelque chose qui soit un peu plus créatif, plus artistique, et en produisant des supports, des écrits, des audios, mais que chacun s'en empare
comme ça résonne pour lui et où moi je vais pas dire que je vais t'amener d'une transformation à une autre. Voilà, donc c'est encore un peu un peu flou, mais j'ai vraiment envie de, tu vois, de rendre à chacun son chemin en fait, parce que je suis redescendue de la prétention de pouvoir guider quelqu'un en fait, enfin de la prétention, c'est pas une prétention, mais moi en tout cas je me sens plus à ma place à cet endroit-là et de voilà d'aller sur un peu autre chose. Mais toujours en lien avec voilà la parentalité et tout ce que ça nous fait vivre en tant que parents et l'importance que ça a pour créer le monde qu'on a envie, quoi. D'accord, donc en transition. Mais, je trouve que c'était un échange super, enfin moi ça m'a beaucoup parlé, c'était vraiment super, Moi riche et aussi. intéressant. Donc j'espère que ça intéressera aussi les personnes qui écouteront et puis voilà. Mmh. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et puis, au plaisir de se reparler, de se revoir, ce serait super. Merci à toi, Clémentine. Bonjour et bienvenue dans ce podcast où je vais vous parler de parentalité en confiance, de multiculturalisme et d'harmonie en famille. Je suis Clémentine, praticienne en hypnose et en Reiki spécialisée dans la parentalité. Mon mari est tchèque, je suis française et on habite à Zurich depuis 11 ans avec nos 3 enfants. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous invite à le faire en vous rendant sur mon site clémentinepolisensky.com ou sur mon profil Instagram Clémentine Polisensky. Vous y serez informé de la sortie de tous les nouveaux épisodes de ce podcast et vous y trouverez des réflexions